Bonjour à toutes et à quelques tous que je vois malgré tout présents dans cette salle. Moi, je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce pavillon France pour cette journée du genre, cette journée des femmes, aux côtés de militantes de longue date, Mary Robinson, bien sûr, que vous connaissez, Vandana Shiva, Monique Robin et Winnie Byanyima qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vous demande de les applaudir. Les femmes ont longtemps été les oubliées des négociations climatiques. Et pourtant, il y a eu quelques étapes. En 1979, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard. En 1992, la Convention sur la diversité biologique à Rio était accompagnée d'un plan d'action reconnaissant les savoir-faire traditionnels des femmes et leur droit à la terre. Les objectifs du développement durable qui retiennent l'importance de l'égalité homme-femme, la création de l'ONU Femmes en 2010 qui a constitué un précieux renfort, mais il a fallu attendre le sommet de Lima pour que soit lancé un programme de travail visant à renforcer la participation effective des femmes dans les organes de la Convention des parties et à mettre en œuvre des politiques opérationnelles faisant de l'égalité homme-femme une condition de l'efficacité de la bataille climatique. J'observe qu'aujourd'hui, un tiers des INDC, c'est-à-dire les contributions remises par chaque pays, évoquent l'importance de l'implication des femmes et de leurs apports contre les désordres climatiques. Un tiers, regardons l'aspect positif. Donc il va falloir que pendant toute l'année 2016, ces INDC soient complétés par ce volet qui leur manque encore. L'actuel COP est en cours, bien sûr, au moment où l'accord est en cours de négociation. Il est très important que se tienne cette réunion, cette journée. Je remercie les Nations Unies d'avoir prévu l'organisation de cette journée afin de remettre les femmes au cœur des problèmes subis, mais aussi au cœur des solutions efficaces. Mary Robinson, vous avez été présidente d'Irlande, puis haut-commissaire des Nations Unies aux droits des êtres humains, je dis plutôt parce qu'en France, il y a toujours un malentendu sur le mot « homme », donc aux droits de l'être humain, et vous présidez actuellement la Fondation pour la justice climatique que vous avez créée et qui milite activement avec le groupe Femmes et Genre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour l'intégration dans les accords et les politiques climatiques du renforcement des droits humains et de l'égalité homme-femme. Vous avez déclaré au sommet de Lima, où vous avez été très active, et nous avons participé ensemble aux événements que vous aviez organisés, vous aviez dit ceci: « Les femmes ont un rôle vital dans la lutte contre le changement climatique, car ce sont les plus affectées par ses conséquences, mais celles aussi qui font évoluer les comportements. » Vous avez dit également que les instances de décision sur le changement climatique restent un monde masculin basé sur les expériences des hommes. Je pense, comme vous, que davantage de parité serait pour les femmes et pour le climat une excellente chose. Vandana Shiva, vous dirigez la Fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles. Vous avez fondé le mouvement Navdianya, qui défend la protection de la biodiversité, les semences en libre accès, l'agriculture biologique sans pesticides ni OGM et qui combat notamment la biopiraterie et l'accaparement de l'eau. Vous avez récemment lancé avec d'autres ONG le Pacte de la Terre. Et nous étions ensemble à mon ministère récemment. Vous avez dit un jour, quand on attaque la nature, les femmes sont les premières à flairer le danger. Vous défendez d'expérience le rôle déterminant des femmes dans les mobilisations écologiques, climatiques et sociales, car dites-vous aussi, chère Vandana, qu'elles appartiennent davantage à l'économie de l'empathie et de la sauvegarde qu'à celle de la prédation et de la domination. Marie-Dominique Robin, vous avez réalisé de nombreux et passionnants documentaires, dont un film sur les pratiques de Monsanto,
le leader mondial des OGM et des pesticides, comme le Roundup, dont je viens d'interdire la vente en libre accès. Et vous avez fait un autre film, Notre poison quotidien, qui montre les dangers sanitaires des produits couramment utilisés comme les pesticides ou le bisphénol A. J'ai interdit d'ailleurs l'épandage aérien et l'utilisation des pesticides dans les usages publics, dans les espaces publics. Le bisphénol A qui vient d'être interdit en France également dans les biberons et dans tous les matériels qui sont au contact des nourrissons. Et donc, votre combat, nous le partageons et je sais que c'est un combat extrêmement difficile. Notamment, nous avons entamé un combat commun contre les perturbateurs endocriniens. Nous verrons tout à l'heure des extraits de votre dernier film, Femmes pour la planète, qui donne la parole formidable à 6 femmes de 6 pays qui agissent concrètement pour protéger leur environnement et pour commencer à construire un autre monde possible. Je signale d'ailleurs que ce film a fait l'objet d'un financement participatif citoyen, ce que vous considérez comme la clé de l'indépendance. Je me bornerai donc, avant de vous laisser à toutes 3 la parole, à quelques observations. La première observation que je voudrais faire, c'est la vulnérabilité aggravée pour les femmes du fait de leur statut inégalitaire aux impacts du dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le réchauffement climatique appauvrit les plus pauvres, et parmi eux, les plus pauvres des pauvres, ce sont les femmes, parce qu'elles représentent 70% des personnes vivant avec moins de $1 par jour. Le réchauffement climatique raréfie les ressources naturelles dont dépend, en milieu rural, la subsistance des familles, tâche qui incombe quasiment uniquement aux femmes. Recherche de plus en plus difficile de bois et de l'eau, mise à contribution des filles au détriment de leur scolarisation, et Winnie l'a merveilleusement expliqué lors de l'Action Day. Sécheresse, désertification, inondation, autant de menaces sur les activités agricoles dont les femmes ont majoritairement la charge, produisant dans certains pays jusqu'à 80% de l'alimentation. Oui, l'agriculteur est d'abord une agricultrice dont le pouvoir économique est limité par un moindre accès à la propriété foncière et par un moindre accès aux prêts bancaires. Dans certains pays, comme je l'ai dit, les femmes font 80% du travail agricole, mais n'ont accès qu'à 5% des crédits bancaires et quasiment à rien du tout en termes de propriété foncière. Quand l'insécurité alimentaire s'accroît, ce qui est une des conséquences du dérèglement climatique, les femmes qui nourrissent leurs familles et leurs enfants avant de se nourrir elles-mêmes en sont davantage touchées par la malnutrition. Elles sont aussi, avec les enfants, les plus durement touchées par les événements météorologiques extrêmes. On a calculé qu'elles étaient 14 fois plus que les hommes susceptibles de mourir dans de telles circonstances. Lors du terrible tsunami qui frappa l'Asie en 2004, 70% des victimes étaient des femmes. Réfugiées climatiques sur les routes ou dans les camps, elles encourent d'autres dangers, les violences, les viols, les réseaux criminels qui recrutent pour la traite. Cet impact différencié du dérèglement climatique est directement lié au statut inégal des femmes. Il est connu. Il doit être pleinement reconnu et explicitement pris en compte dans toutes les politiques climatiques. Pourtant, c'est ma seconde observation. Les femmes, en dépit des discriminations qui les fragilisent, sont souvent formidablement combatives, inventives, créatives, allant chercher on ne sait où des sursauts de vie, et d'abord pour leur famille, avant d'aller chercher ces sursauts de vie pour elles-mêmes. Elles ont une énergie décuplée par les épreuves. On n'imagine pas, parfois, elles n'ont rien dans certains endroits et elles arrivent à en faire quelque chose à partir de rien. Vous avez raconté, par exemple, Vandana, que ce sont des femmes vivant en pleine forêt, illettrées, méprisées, exploitées, qui ont lancé le mouvement Chipko contre l'abattage des arbres, en enlaçant leurs troncs pour les protéger. Et des femmes de tribus du Kerala qui ont été les premières à organiser des sittings contre l'assèchement et la pollution des nappes phréatiques par de grandes usines. Oui, on retrouve sous toutes les latitudes des exemples de cette combativité des femmes contre les atteintes qui détruisent leur environnement, qui bouleversent le climat, qui mettent en danger leurs enfants,
parce qu'elles ont en charge, et leurs parents, parce qu'elles ont en plus la charge non seulement des anciens, mais aussi des nouvelles générations. Elles ont en charge le quotidien et elles savent, même si elles ne connaissent pas le dérèglement climatique, ni même le mot, ce sont elles qui sont en première ligne pour l'observer, pour le subir et pour en souffrir. Et elles savent qu'on ne doit pas travailler contre la nature, mais avec la nature. Et sur le terrain, on voit partout des femmes qui s'efforcent de trouver des parades dans leurs pratiques agricoles, mais aussi dans d'autres domaines. Je voudrais citer ces femmes de Cotonou qui récupèrent et recyclent de génération en génération des déchets solides qu'elles revendent au marché et des déchets organiques qu'elles transforment en engrais revendus aux jardiniers. Ces femmes récupératrices qu'on appelle au Bénin les go'otos, qui évitent des tonnes de mise en décharge nuisibles pour le climat et ont pu développer avec l'aide d'Oxfam une micro-entreprise qui leur permet de gagner leur vie. Des femmes de Pondichéry que j'ai pu rencontrer pour avoir conduit des actions de coopération entre le Tamil Nadu et ma région Poitou-Charentes. Nous avons monté avec des femmes de Pondichéry une activité de compostage à partir des déchets qu'elles ramassaient dans les rues. Bref, des milliers de projets pourraient être cités à travers le monde entier, surtout en Afrique aussi, où les femmes là déploient une énergie mais invraisemblable, incroyable par rapport aux difficultés de leur vie quotidienne. Sur le terrain, donc, à l'échelle nationale, internationale et surtout locale, la lutte contre le changement climatique a besoin des femmes, de leur ténacité, de leur imagination, de leur détermination. Agir pour les femmes et pour leur égalité, c'est accélérer la lutte contre le changement climatique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a montré que si les femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources productives, elles augmenteraient leur production agricole de 20 à 30% et permettraient de nourrir 150 millions de personnes supplémentaires. C'est donc évidemment en libérant le potentiel de celles qu'Oxfam appelle les héroïnes de l'alimentation, et plus largement de toutes celles qui sont et peuvent devenir des héroïnes de la cause climatique, que l'on pourra faire reculer conjointement la pauvreté, les inégalités et la dérive du climat. Dans tous les domaines, la participation des femmes améliore le monde. Et lutter efficacement contre le dérèglement climatique, c'est reconnaître leur rôle, c'est renforcer leur accès à l'éducation, à la formation, aux nouvelles technologies, aux emplois de la transition énergétique, aux études scientifiques et techniques. C'est aussi élargir leurs possibilités d'entreprendre et partager avec elles le pouvoir de décider. C'est aussi dire comment, pour les projets des femmes, viendront les financements pour le climat. La France s'est dotée d'une stratégie genre et développement qui a permis en 2014 qu'un quart des projets de l'Agence française de développement contribuent directement à l'égalité homme-femme. C'est un début. Il faudra accentuer cette dimension pour qu'elle soit prise en compte dans tous les projets. Et nous savons ici que la COP21 doit être l'occasion d'un saut qualitatif. Et comme le dit Mary Robinson, qui va le redire, j'imagine, dans quelques instants avec beaucoup de force, ce serait un grand pas en avant que l'accord de Paris mentionne explicitement le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique, le respect des droits de l'être humain et la promotion de ceux des femmes dans leur préambule, dans ces chapitres plus opérationnels et dans les financements qui vont être décidés pour l'atténuation et pour l'adaptation. Il faut que le programme de travail sur le genre décidé à Lima, qui a déjà donné lieu à une première réunion à Bonn, soit poursuivi et amplifié dans l'année qui vient. Il faut que la présence des femmes soit renforcée dans les délégations des négociations climatiques et dans les représentations de la société civile. Un accord ambitieux pour le climat doit être aussi un accord ambitieux pour les femmes si nous voulons accélérer le tournant vers une économie bas carbone, mieux protéger la biodiversité terrestre et océanique et faire de la lutte contre la dérive climatique une grande occasion de progrès humain. C'est pourquoi l'intégration des problématiques de genre aux politiques climatiques doit impliquer trois choses. D'abord, la reconnaissance et la prise en compte des impacts différenciés des désordres climatiques sur les femmes et sur les hommes.
Ensuite, la reconnaissance et la valorisation des savoirs, des savoir-faire, des expériences, des contributions des femmes et des communautés de femmes aux stratégies d'atténuation et d'adaptation. Enfin, le soutien à la réduction des inégalités entre hommes et femmes, conditions d'efficacité et de justice climatique. En conclusion, je voudrais évoquer deux grandes figures, indépendamment de celles qui sont là, qui témoignent de l'importance du rôle des femmes dans la défense de l'environnement et de la lutte contre les désastres du climat. D'abord, Rachel Carson, qui mena aux États-Unis dans les années 50-60 un combat pionnier qui aboutit à la première interdiction du DDT. Son livre « Printemps silencieux » fut un cri d'alerte et un coup de tonnerre, durement attaqué par les lobbies des industries chimiques, mais qui suscita une mobilisation internationale sans précédent contre les dégâts sanitaires et contre la destruction de la nature causée par les pesticides. Et puis Wangari Maathai, et j'ai donné le nom de la salle de projection du cinéma de l'espace Génération Climat, le nom de Wangari Maathai, qui fonda au Kenya le Green Belt Movement, qui planta des dizaines de millions d'arbres, qu'il y a toujours ensemble les combats pour le climat, pour la démocratie et pour les femmes, raison pour laquelle elle obtint le prix Nobel de la paix. Voilà, je crois que vraiment on n'aurait pas suffisamment de temps pour citer toutes les pionnières, toutes les femmes engagées, toutes les combattantes, toutes celles qui sont tombées et qui se sont relevées, toutes celles qui au quotidien se battent, comme je l'ai dit, d'abord pour celles et ceux qui sont autour d'elles avant de penser à elles-mêmes. Il était très important de vous voir aussi nombreux rassemblés pour cette journée absolument capitale, parce que derrière, c'est pas facile. C'est difficile, et c'est pour ça que je passe tout de suite la parole à Mary Robinson, qui va vous dire à quel point c'est difficile d'intégrer la question des genres. Il faut 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage, parce qu'à chaque fois, d'abord ces sujets sont toujours abordés en fin de réunion, et puis il n'y a plus le temps de les y mettre. Et donc il est très important que cette question cruciale pour le climat revienne au premier rang des préoccupations des grands dirigeants de ce monde. Merci beaucoup.